J'ai j'ai toujours eu ce choix depuis tout jeune. J'étais attiré par beaucoup de sciences, mais la médecine m'attirait par ce désir de comprendre le fonctionnement normal. Et au fur et à mesure que j'avançais dans mon cours de médecine, ce, ce désir, cette passion a continué à se développer. Je n'ai jamais regretté cette décision. Vous savez, je suis rentré en médecine à l'âge de 17 ans. C'est jeune et c'est parfois, on a des hésitations quand on fait un choix de carrière, mais c'est un choix que je n'ai jamais regretté. Je constate, si vous permettez en passant, que les jeunes qui sont à la faculté de médecine chez nous, souvent, certains d'entre eux ont fait un autre métier avant de faire la médecine, ce qui illustre la difficulté de choisir une carrière. Je peux vous dire qu'à Sherbrooke, un étudiant sur 4 ou un étudiant sur 5 a déjà fait autre chose avant. On a des ingénieurs, on a des avocats, on a des mathématiciens, des théologiens, puis finalement, qui ont décidé d'aller en médecine. Mais dans mon cas, ça a été un choix constant. Et pourquoi la néphrologie? Ah, ça, c'est une question intéressante. Au fur et à mesure que je faisais des stages au cours de ma formation, chaque stage que je faisais dans des spécialités médicales, j'avais éliminé la chirurgie, ça c'était clair. Chaque stage que je faisais dans les spécialités médicales m'intéressait, m'attirait. Et puis petit à petit, les choix se sont précisés. J'étais attiré un petit peu vers la neurologie. C'est pour l'aspect intellectuel, je dirais, de la neurologie, le diagnostic neurologique. C'est vraiment très intéressant et c'est passionnant, mais petit à petit, je me suis rendu compte qu'après le diagnostic, du moins à l'époque où j'étais étudiant, il n'y avait pas grand-chose à faire. C'était une science contemplative, si je peux dire. Et donc, je me suis tourné vers la néphrologie, puis j'ai hésité entre la néphrologie et l'endocrinologie. Les deux spécialités m'intéressaient pour les mêmes raisons. C'est le lien entre les connaissances fondamentales et l'application de ces connaissances pour la pratique. Et je peux peut-être vous dire une anecdote. J'ai demandé conseil à un de mes patrons à l'époque. Je lui ai dit, j'aime l'endocrinologie et j'aime la néphrologie. Il m'a dit, en endocrinologie, il n'y a plus rien à faire. Tout ce qui devait être fait a déjà été fait. Va en néphrologie, c'est une science qui est jeune et il y a beaucoup à faire là-dedans. Alors, voilà, les endocrinologues ne seraient pas d'accord avec moi, bien sûr, mais la néphrologie m'attirait, m'intriguait, sa physiologie rénale, tout ce qu'il y avait à faire. Puis de transposer la physiologie à la clinique, c'était la chose qui me plaisait, puis qui me plaît encore beaucoup. Sans hésiter, oui. Oui, je ferai le même choix. C'est sûr, c'est passionnant. Et j'ai eu la chance d'étudier en néphrologie avec des patrons extraordinaires aussi qui m'ont introduit à cette nouvelle spécialité. D'abord à Montréal, le docteur Jacques Genet, qui est un des pionniers de la néphrologie au Québec et au Canada. Et j'ai fait la néphrologie, l'hypertension avec lui, puis j'ai fait une maîtrise en recherche avec le docteur Genet. Ça évoque des souvenirs intéressants. J'étudiais le rôle de la vasopressine dans l'insuffisance cardiaque. Mais ça, c'était à la fin des années 60. Alors, les essais radio-immunologiques qui sont maintenant disponibles n'existaient pas à l'époque. C'était un dosage biologique. Alors, le dosage biologique de la vasopressine, je ne sais pas si vous savez comment ça se passe, mais on injecte un extrait du plasma humain qui est concentré et lyophilisé, redilué dans quelques gouttes. On injecte un rat qui est en diurèse aqueuse. Et puis on compte les gouttes. Et la diminution des gouttes suite à l'injection permet de doser la vasopressine. J'ai passé 1 an à compter les gouttes des rats en diurèse aqueuse pour doser la vasopressine dans l'insuffisance cardiaque, qui est élevée, c'est maintenant confirmé. Alors, ça a été mes contacts avec la recherche, mais aussi avec toute la rigueur de la recherche avec le docteur Genet. Le docteur Genet a fait beaucoup pour la néphrologie. Dans un autre domaine, il avait des contacts avec tous les
spécialiste de néphrologie aux États-Unis et ailleurs. Et donc, il avait décidé d'aider tous les jeunes à se placer dans des grands laboratoires pour acquérir une formation supplémentaire. Et j'ai eu la chance, donc, comme ça, d'être placé comme fellow en recherche chez le Dr Neil Bricker à Saint-Louis, Missouri, à l'Université Washington, où c'était une expérience absolument extraordinaire. Le Dr Bricker était l'un des premiers à s'intéresser aux reins malades. Le rein malade, ce n'est pas une destruction tout simplement, mais le rein s'adapte à cette destruction, s'adapte de façon remarquable. Et le Dr Bricker a été le père de la physiopathologie rénale et nous faisions chez lui, quand j'étais là en formation, une chose que j'adorais, c'est que tous les samedis, pendant 2 heures, on prenait un cas clinique, on discutait de l'aspect clinique, on retournait à la science fondamentale, puis après ça, on retournait à la clinique, from patient to bench and back to the patient, comme il disait toujours. Et c'est ce qui m'avait attiré d'ailleurs en néphrologie, ce lien entre les sciences fondamentales et les sciences cliniques et l'approche clinique. Alors j'ai eu la chance donc de faire des débuts en néphrologie absolument passionnants et c'est une spécialité qui demeure pour moi de plus en plus passionnante. Voilà. Alors mes études, moi je suis originaire d'Égypte. Hein. Alors mes études de médecine, je les ai faites en Égypte. Et j'ai quitté l'Égypte en 1965 et au Canada, donc j'ai fait ma résidence en médecine interne, après ça en néphrologie, puis après ça, bon, j'ai fait ma formation en recherche à l'Institut de recherche clinique avec Dr Genet dont je vous parlais et à l'Université Washington. Ça me permet d'ajouter un petit détail sur l'Institut de recherche clinique qui, grâce au Dr Genet, encore une fois, qui souhaitait faire le pont entre les communautés francophones et anglophones au Canada. L'Institut de recherche clinique était affilié à la fois à l'Université de Montréal et à l'Université McGill, qui est l'université anglophone à Montréal. Et j'ai eu donc, en quelque sorte, le meilleur des deux mondes, si on peut dire, puisqu'une partie de ma formation et de mes cours pour la maîtrise s'est faite à Montréal, à l'Université de Montréal en français, puis l'autre partie s'est faite à l'Université McGill en anglais, où il y avait une équipe extraordinaire. Ce sont des pionniers de la néphrologie au Canada. C'est à l'Université McGill, à l'hôpital Royal Victoria, que s'est faite la première greffe canadienne, qui était la 9e dans le monde aussi. Alors, c'était extrêmement stimulant de faire à la fois les deux cultures au sein du Canada. Alors voilà, mes études donc ont été faites au Canada, puis après ça aux États-Unis. Et en 1972, je suis arrivé à l'Université de Sherbrooke comme professeur adjoint. Et j'ai fait toute ma carrière à l'Université de Sherbrooke. Voilà. C'est difficile de répondre, certainement. J'avais aussi l'avantage d'avoir une culture dans les 3 langues. J'ai été à l'école française quand j'étais en Égypte. J'étais dans un milieu arabe, bien sûr, puis je connais la langue arabe qui est ma langue, qui est la langue du pays. Et puis les études de médecine se font en anglais en Égypte. Alors je suis arrivé donc avec cet avantage des 2 langues qu'il y a au Canada et en plus le background de la langue arabe. Et en Égypte, j'ai eu aussi l'occasion de... J'ai terminé mes études en 1962, voyez-vous, ça ne me rajeunit pas. Mais de 62 à 65, j'ai quand même été dans plusieurs milieux en Égypte comme résident, comme médecin dans les unités sanitaires où on fait un service médical obligatoire. Et donc j'ai vu un aspect de la médecine qu'on ne voit pas en Amérique du Nord, hein, dans des conditions assez difficiles, avec des contacts extrêmement intéressants avec les patients et une expérience tant sur le plan médical que sur le plan humain qui est assez unique. Alors tout ce bagage certainement a été utile.
savoir. Qui veut savoir qu'est-ce que c'est que la néphrologie? Qu'est-ce que c'est que la médecine? Oui. Oui. Qu'est-ce que s'est passé dans votre vie? Alors voilà, d'abord ça a été la découverte de la médecine et ensuite la découverte de la néphrologie. Et ça s'est fait à un moment privilégié, je dirais, dans les tout débuts d'une nouvelle spécialité, ce qui est vraiment un moment privilégié. Quand j'ai terminé ma formation en néphrologie, d'ailleurs, en 72, la spécialité était reconnue au Québec depuis 69 seulement, donc j'étais parmi les premiers néphrologues à passer l'examen de néphrologie. Mais à cette époque, la spécialité n'était pas encore reconnue au Canada. Le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada n'a reconnu la spécialité que quelques années plus tard. Et n'était pas encore officiellement reconnue aux États-Unis. Donc j'ai passé mes examens du Board américain en néphrologie en 78 ou 79, je ne me souviens plus. C'est la première année où ça se faisait. Donc la spécialité était à peine reconnue au moment où j'ai commencé. Donc c'était vraiment un moment privilégié. Et ma formation s'est faite aussi à un moment privilégié avec des patrons exceptionnels dont je vous parlais. Mais on avait l'approche de la physiologie d'organes ou la physiologie globale de l'organisme. Comment se fait la régulation de l'excrétion du sel quand on a une surcharge en sel, comment se fait le maintien du pH. Alors, c'était tout à fait passionnant. La physiologie actuellement, malheureusement, est tellement pointue qu'on est un peu loin de l'organe au complet et de l'organisme au complet. On va s'attarder énormément sur un transporteur particulier au niveau de la membrane cellulaire à tel endroit. C'est important et il faut le faire, mais on perd un petit peu, je crois, cet aspect global de l'approche physiologique qui est celle qui s'applique à la clinique. Alors, c'est un peu ça. Et puis, les débuts de la dialyse, ça a été intéressant aussi dans ma carrière. J'étais pas parmi les premiers. J'étais ce qu'on appelle la deuxième vague, si vous voulez, des pionniers. Mais j'ai vu quand même la dialyse au tout début, les grandes cuves où on mettait le concentré, on préparait le soluté et tout ça. Mais au-delà de ces anecdotes-là, ce qui est important de noter, c'est qu'en dialyse, nous ne savions pas ce que nous faisions. Nous ne mesurions pas l'épuration. La dialyse avait pour objectif d'épurer et nous ne mesurions pas l'épuration. On dialysait les malades 6 heures, 2 fois par semaine, parce que c'était comme ça, mais ce n'était pas basé sur des mesures de l'épuration. Et je me souviens de l'époque où j'étais en formation au Canada et aux États-Unis. L'intérêt était pour la physiologie, la physiopathologie, et un bon nombre des néphrologues et des chercheurs de l'époque avaient tendance à dénigrer un petit peu ceux qui faisaient la dialyse. Et on disait they are washing, hein, on me disait aux États-Unis, bon, c'est des gens qui font du lavage, hein, ils lavent. Alors c'était l'opinion, ça c'est quelque chose qui a évolué bien sûr, et la dialyse c'est tout un monde, hein, le développement de la dialyse est extraordinaire, et j'ai eu donc le privilège de voir ça depuis les débuts où on dialysait sans trop savoir ce qu'on faisait, et puis petit à petit c'est devenu quelque chose de beaucoup plus rationnel, de basé sur des connaissances et théoriques et pratiques, et des mesures de l'épuration, de l'efficacité de la dialyse, etc. Alors, voilà, c'est un peu décousu, mais c'est quelques souvenirs des débuts tels que je les ai connus. Vous avez connu encore la présélection? La sélection des patients, oui, oui. Oui, je me souviens très bien de cette époque-là. En fait, quand j'étais résident à Montréal, l'hôpital où j'étais, il y avait 2 appareils hémodialyse. Et nous dialysions donc 2 malades le lundi, 2 autres le mardi. Et puis ensuite le jeudi, puis le vendredi.
Et puis, même chose dans l'après-midi. Donc, le nombre de dialyses qu'on pouvait faire était extrêmement limité. Et c'était des choix difficiles. Je me souviens en particulier d'un cas extrêmement dramatique dont je me souviendrai toujours. C'était un homme d'une quarantaine d'années atteint d'insuffisance rénale chronique terminale et qui, lors de l'hospitalisation, a fait une encéphalopathie urémique, est devenu un petit peu psychotique. Et puis, il avait été décidé que monsieur présentait une contre-indication à la dialyse à cause de son état mental. Alors que je crois que son état mental était dû à l'urémie puis aurait été corrigé par l'urémie, mais ça, nous ne le savions pas. Et finalement, il a été décidé de ne pas l'inclure dans le programme de dialyse, comme il y avait tellement peu de possibilités de dialyser, et on faisait ce genre de choix, puis ce jeune homme est finalement décédé. Alors j'ai connu cette période qui, heureusement, n'a pas duré très longtemps. Mais nous l'avons connue, cette période. Et cette sélection existe actuellement dans plusieurs pays. Vous me demandiez tantôt mon background, ce que ça m'avait influencé et tout ça. Oui, ça m'a amené à m'intéresser beaucoup à ce qui se passe dans les pays en voie de développement. Et j'ai fait partie pendant 2 mandats, les 2 mandats réglementaires, de la commission, de la sous-commission pour l'Afrique, de la Comgan, de la Société internationale de néphrologie. Et donc j'ai eu à visiter plusieurs pays de l'Afrique francophone en particulier. Et ils se trouvent, eux, dans cette situation actuellement, dans beaucoup de pays, à cause du manque de ressources. C'est en train de se corriger, mais donc je revis un peu avec mes amis africains ces difficultés que j'avais connues au tout début au Canada. C'est difficile, c'est ce sentiment d'impuissance devant le manque de ressources et devant les besoins criants. De quelle façon résoudre ça en attendant que les ressources arrivent? Je ne sais pas. C'est à chaque pays, chaque communauté de décider du choix. Est-ce que c'est premier arrivé, premier servi? C'est une possible façon de voir les choses, ou bien est-ce que c'est le choix selon le rôle que le patient va jouer dans la société éventuellement, mais là on tombe dans des choix absolument difficiles. Ce n'est pas moi qui leur dirai comment faire, mais on les aide un peu à réfléchir en ces termes-là, de quelle façon les choix vont être faits. Est-ce qu'on peut juger de la valeur de la vie de l'un par rapport à l'autre? Nos collègues africains travaillent dans des conditions difficiles et se débrouillent, mais avec beaucoup de courage, je trouve. Et, je me sentais un peu cette obligation d'aller leur apporter de l'aide dans la mesure du possible. Heureusement, on voit que la situation s'améliore, mais reste encore dramatique. Je vous donne un exemple. Vous avez peut-être entendu parler des inondations qu'il y a eu tout récemment à Ouagadougou. L'inondation a inondé l'hôpital et tous les appareils d'hémodialyse aussi. Et il ne reste plus que 2 appareils d'hémodialyse actuellement à Ouagadougou. Alors tous les pays autour se sont mobilisés pour aider, mais vous voyez la vulnérabilité extrême des patients atteints de maladies rénales dans ces pays. Ce que j'ai essayé de faire avec nos amis dans ces pays-là, c'est de les aider à mettre au point des programmes de dépistage précoce, puis des programmes de prévention, parce que c'est là la solution. Et ils sont en train aussi de travailler éventuellement sur un programme de greffe, mais la greffe, ne réglera pas tous les problèmes, bien sûr. Oui, bien sûr, pour la néphrologie, comme pour d'autres spécialités, mais ça s'applique probablement beaucoup plus en néphrologie actuellement. On a parlé de la période où il fallait faire une sélection des malades. Cette période, heureusement, actuellement, dans notre milieu, n'existe plus. Mais là, les problèmes qui se posent,
En dialyse, faut-il dialyser tout le monde? Tout le monde qui en a besoin, bien entendu, sur le plan médical. Qu'est-ce qui arrive aux malades très âgés avec des troubles cognitifs importants, avec une atteinte de l'état général très, très, très importante, on le maintient, puis on l'a fait déjà, puis on s'est toujours posé la question s'il fallait le faire, les maintenir en état de vie, mais plus ou moins, enfin, hospitalisés, puis dialysés, puis maintenus de façon artificielle comme ça. Bon, ça pose un certain nombre d'interrogations sur les indications de dialyse chez les malades en fin de vie, puis avec peu de perspectives de qualité de vie. Encore une fois, il faut être prudent quand on parle de qualité de vie, parce que la qualité de vie pour le médecin n'est pas toujours perçue de la même façon que pour le malade. Mais ceci dit, on doit se poser des questions actuellement dans la sélection, peut-être une certaine sélection en hémodialyse. C'est une possibilité. Et la bioéthique est là pour nous aider à formuler les bonnes questions et à réfléchir sur toutes ces questions. En transplantation, bien sûr, là, les questions se posent. Pour ce qui est des donneurs vivants, évidemment, donneur vivant, bon, l'âge, l'état du donneur, bon. Et puis, puisqu'on a élargi les critères de transplantation chez les donneurs vivants non apparentés, bon, on élargit dans le couple, bon, le mari à l'épouse ou l'épouse au mari, bon, ben, ça va. Puis là, on élargit encore plus, bon, les amis, les cousins, les donneurs très jeunes. Alors, vous voyez un peu tout le débat qui s'ouvre. Et là aussi, la réflexion éthique est extrêmement importante. Dans les services de transplantation en général, ces décisions sont prises en groupe, collectivement, pas seulement par des néphrologues. Il ne faut pas que ce soit fait seulement par des néphrologues, mais en néphrologue, en association, avec le personnel qui connaît bien les patients, qui les connaît parfois mieux que nous, en association avec les travailleuses sociales, en association avec les psychologues, souvent une consultation psychiatrique. Alors nous parlions des aspects éthiques de la transplantation rénale, et puis j'évoquais les problèmes qui se posent pour la sélection des donneurs, pour la décision de greffer. Par exemple, faut-il greffer des malades qui ont des problèmes psychiatriques et qui seront incapables de gérer leur thérapie immunosuppressive? Est-ce qu'il faut les greffer? Si oui, dans quelles conditions? Est-ce que si on les greffe, on prive quelqu'un d'autre d'un organe? Bon, c'est des questions qui ne sont pas simples. Et nous faisons ces discussions, bien sûr, en groupe, comme je vous le disais. Le néphrologue, le médecin en général, ne peut plus être le seul à prendre ces décisions-là. Et on les prend en groupe avec d'autres collègues médecins, avec le médecin de famille, le médecin généraliste responsable du patient aussi, à l'occasion, avec le personnel infirmier, avec les travailleuses sociales, avec des psychologues, avec des psychiatres. Et c'est un groupe qui prend la décision collectivement. Et les problèmes sont nombreux, et plus la science avance, plus de nouveaux problèmes éthiques surgissent. Et les progrès de la science nous aident à trouver des solutions à ces problèmes éthiques aussi, éventuellement. C'est tout un aspect de la médecine que je n'ai pas connu quand j'étais étudiant. Et ce n'est que dans la pratique, par la suite, que j'ai été sensibilisé et puis que j'ai pu me familiariser avec ces aspects, avec l'aide des experts en bioéthique, bien sûr, qui sont là pour nous conseiller, puis pour nous aider à poser les bonnes questions, encore une fois, puis à essayer de trouver, nous, les réponses. Ce n'est pas eux qui vont nous donner la réponse, mais ils nous aident à réfléchir, puis à poser les bonnes questions. Oui, écoutez, je partagerai avec vous ma première expérience de dialyse péritonéale pour une insuffisance rénale aiguë.
Je faisais ma formation en néphrologie à Montréal, comme je vous le disais, puis j'étais en passant avec un des pionniers de la dialyse au Canada, le docteur Julien Marcorel, qui a fait les premières... ça va? Alors, le docteur Julien Marcorel, donc je disais, qui a installé la première unité d'hémodialyse au Québec. Mais comme le nombre de dialyseurs était insuffisant, nous faisions à l'époque des dialyses péritonéales aiguës pour les insuffisances rénales aiguës. Nous introduisions nous-mêmes le cathéter à l'aide d'un trocar dans l'abdomen. Et la première fois que j'ai eu à le faire, après avoir introduit le trocar, avant même d'introduire le dialyseur, nous voyons sortir de l'abdomen une grande quantité de liquide jaunâtre. Et en fait, nous étions rentrés par erreur dans la vessie au lieu d'être dans la cavité péritonéale. Et c'était un jeune homme qui avait une malformation, qui avait une énorme vessie, et puis nous étions rentrés là-dedans. Bon, en fait, ça s'est bien passé, on est ressorti, puis on a pu faire la dialyse, mais je me souviendrai toujours de ce jeune homme. L'autre souvenir que j'ai de la dialyse péritonéale, c'est le premier malade que nous avons mis en dialyse péritonéale continue ambulatoire, DPAC. Ça faisait quelque temps que nous discutions avec les autorités hospitalières pour démarrer un programme de dialyse péritonéale ambulatoire. J'étais allé chez le docteur Oreopoulos à Toronto, qui a été le premier à développer cette technique au Canada, et puis j'avais bien appris comment faire les techniques, les échanges, tout ça. Mais les administrateurs d'hôpitaux, en général, ils ne croient pas les médecins. Alors quand on leur disait c'est une technique intéressante puis qui va coûter moins cher, ils ne voulaient pas nous croire, puis on n'arrivait pas à démarrer la technique. Et ça a démarré de façon un peu par accident, si je peux dire. Nous étions un vendredi, puis c'est toujours le vendredi que ces choses-là se passent. Nous avions un malade en hémodialyse. J'étais à Sherbrooke à ce moment-là. Nous avions un malade en hémodialyse chez qui nous n'avions plus aucun accès vasculaire possible. Ce malade avait des accès très difficiles. Il était dialysé par une petite veine au niveau de l'épaule qui s'est thrombosée, et puis donc aucun accès possible. Alors là, la solidarité entre néphrologues a joué. J'ai téléphoné à un de mes collègues à Montréal qui m'a envoyé par l'autobus en urgence un cathéter de dialyse péritonéale, un cathéter souple, un cathéter permanent que nous avons pu installer rapidement, et puis nous avons pu obtenir le dialysat assez rapidement. Puis nous avons commencé la dialyse. Donc ce week-end-là, j'allais moi-même faire les échanges 4 fois par jour, jour et nuit. Et c'est comme ça que le programme de dialyse péritonéale ambulatoire a démarré. Alors ça me permet juste de mentionner un des aspects intéressants de la néphrologie, si vous voulez, c'est cette solidarité entre néphrologues. Les néphrologues ne sont pas très nombreux. Au Québec, actuellement, nous sommes à peu près une centaine de néphrologues actifs. Donc, nous nous connaissons tous, et c'est une famille. Et les réunions de la Société québécoise de néphrologie, et j'ai eu le privilège d'être le président de cette société jusqu'à tout récemment. Et donc, les réunions sont intéressantes sur le plan scientifique, mais c'est aussi une occasion de se retrouver tous, de partager un peu les expériences des uns et des autres. Et c'est un des aspects particulièrement intéressants de la néphrologie. J'ajouterai aussi la solidarité entre néphrologues de diverses parties du monde aussi. C'est un autre aspect intéressant de la néphrologie, peut-être plus que dans d'autres spécialités à cause du petit nombre que nous sommes. Les liens entre les médecins et les patients. Oui, oui. Ça aussi, vous touchez un point important, c'est un des aspects particuliers, je dirais, un des aspects intéressants en néphrologie. Vous me demandiez un petit peu plus tôt qu'est-ce que je dirais à un jeune qui pense aller en néphrologie. J'ajouterais cette dimension-là qui est intéressante.
de toutes les spécialités médicales, il n'y en a pas, ou il y en a très peu, où on a ce contact prolongé avec des malades. Des maladies chroniques qu'on suit pendant 20, 25, 30 ans, en dehors de la néphrologie, il y en a très peu. Et donc, on développe un lien avec les patients qui est tout à fait privilégié. C'est un des aspects intéressants de la néphrologie. Alors, c'est intéressant parce que ce lien, à un moment donné, se perd quand les malades arrivent en dialyse. Moi, j'ai suivi des malades des polykystoses, par exemple, qu'on suit pendant des années. Mais au moment où ils arrivent en dialyse, ils perdent un petit peu ce lien, puisque en hémodialyse, chez nous, comme un peu comme partout, on y va chacun à tour de rôle, et puis le malade a l'impression qu'il a perdu un petit peu son médecin. Et c'est un peu la même chose pour la greffe, hein. Nous, chez nous, c'est peut-être la même chose dans beaucoup d'endroits. C'est chacun à son tour qui prend en charge la clinique de greffe et qui voit les malades. Et nos malades se plaignent un petit peu qu'ils perdent ce lien privilégié. Et il arrive souvent, ça m'est arrivé avec plusieurs patients, que lorsqu'il y a une décision difficile à prendre, même si ce n'est pas moi qui suis en charge de l'unité de dialyse ou de la clinique de greffe, ils vont demander à avoir mon avis quand même. On reste avec ce lien privilégié. Et je vous raconterai juste à titre d'anecdote, je disais l'autre jour à un de mes malades qu'on suit depuis très longtemps, nous travaillons beaucoup avec les médecins de médecine générale, qu'on appelle les médecins de famille au Québec. Et puis je lui disais, bon, mais qui est votre médecin de famille, juste pour lui envoyer un rapport de suivi. Et puis il m'a regardé avec un air de reproche en me disant, mais c'est vous mon médecin de famille. Alors on a ce lien vraiment privilégié avec des patients, mais il faut aimer ça. Et je sais que certains jeunes médecins viennent en néphrologie à cause de cet aspect. Certains jeunes médecins ne viennent pas en néphrologie à cause de cet aspect. Donc il faut le savoir. Et j'encourage, moi, les jeunes qui veulent venir en néphrologie à venir faire un stage avec nous pendant 1 mois, pendant 2 mois, pour voir cet aspect des choses et voir comment ils se sentent dans ce contexte-là. Ben, je crois qu'il faut garder cet aspect global, cette approche globale. Et j'ai l'impression que ça se perd un peu. Je vois dans certains milieux des gens, des collègues extrêmement brillants et spécialisés dans un aspect assez pointu de la néphrologie, et il en faut, hein. Mais il y a le risque parfois de perdre cette approche globale. Sur le plan médical, d'abord, il faut qu'on reste toujours des médecins, et puis de voir tous les aspects globaux. Les malades, encore une fois, nous considèrent comme leurs médecins, même pour des problèmes non néphrologiques. Et donc cette approche globale sur le plan médical, et puis cette approche sur le plan humain. Les problèmes humains se posent continuellement quand il faut décider ou aider le malade à prendre la décision de s'inscrire sur une liste de greffe ou d'attendre un petit peu. S'il faut discuter avec le malade puis avec sa famille de don d'organes, etc. Alors c'est tout cet aspect qu'il ne faut pas oublier. Alors c'est le risque, plus les choses avancent, plus la spécialisation devient nécessaire, mais on risque de perdre cet aspect global de la médecine du côté de nos patients, et l'aspect global qui inclut les aspects humains également. Et dans notre pratique de la néphrologie, a beaucoup changé. Nous évoquions un petit peu plus tôt le petit nombre de dialyseurs, la sélection des malades. Eh bien, je me souviens de l'époque où le diabète était une contre-indication à la dialyse, hein. Il y a eu cette époque-là, et les diabétiques étaient exclus. Et puis, je regarde dans notre unité de dialyse actuellement, ça représente 30 à 40% des malades maintenant, les diabétiques. Alors, il y a eu un changement de l'épidémiologie à cause de l'obésité et puis de l'augmentation du diabète de type 2. Et
il y a eu une augmentation importante de la morbidité, des comorbidités en dialyse. Et ça, le genre de pratique que nous faisons a complètement changé. À la clinique de greffe, tout récemment, je parlais de ça avec certains de nos collègues, puis on se disait, on ne voit plus de patients greffés qui ne sont pas compliqués. Ils sont tous beaucoup plus compliqués maintenant. Ils ont plein de problèmes, que ce soit reliés à la greffe ou reliés à la médication, mais reliés au diabète, complications vasculaires, néoplasie. Et les cliniques qui étaient relativement faciles à faire il y a une dizaine d'années sont maintenant beaucoup plus lourdes. Alors le genre de pratique que nous faisons a changé et ça, je pense que ça effraie un petit peu certains jeunes qui pensent se spécialiser en néphrologie. Ils voient la lourdeur des cas que nous avons. Quoique je me demande si ce n'est pas un peu la même chose dans d'autres spécialités, mais la lourdeur des cas les effraie à cause des multiples morbidités, à cause du vieillissement de la population aussi. C'est des malades beaucoup plus âgés que nous suivons actuellement. Dans l'évolution des méthodes, je dirais que une chose intéressante est le développement de la dialyse à domicile, que ce soit la dialyse péritonéale à domicile ou l'hémodialyse à domicile. Et nous avons, depuis quelques années, à Sherbrooke, un programme d'hémodialyse nocturne à domicile qui fonctionne très bien, avec les avantages d'une dialyse nocturne qui est plus longue et les résultats sont meilleurs. Puis là aussi, je peux vous raconter une anecdote. Quand nous avons mis au point ce nouveau programme, l'hémodialyse nocturne à domicile, nous nous disions qu'il fallait absolument que les malades dialysés à domicile ne soient pas seuls, mais qu'il y ait quelqu'un qui les accompagne pendant la dialyse. Et alors, on se disait, bon, qu'est-ce qui arrive si quelqu'un vit tout seul? Est-ce qu'il faut le priver de cette possibilité de dialyse? Et alors, dans le service, les discussions, les avis étaient partagés. Les plus jeunes dans le service disaient, ben oui, il n'y a pas de problème, si quelqu'un est seul, il ne faut pas le priver de cette possibilité-là. Les moins jeunes, dont je faisais partie, étaient un petit peu craintifs face à l'idée d'avoir un malade en hémodialyse à domicile la nuit, tout seul. Mais finalement, nous nous sommes rangés à l'avis de nos plus jeunes collègues et ça fonctionne. Notre patient le plus âgé a commencé l'hémodialyse nocturne à domicile à 86 ans et il vivait tout seul. Alors ça, c'est des choses qui étaient pratiquement impensables au moment où j'ai commencé, moi, la néphrologie. Alors c'est certainement un progrès. J'ai des malades en hémodialyse à domicile que je connais bien, des malades en hémodialyse nocturne qui vont tellement bien qu'ils ne veulent pas du tout s'inscrire sur une liste de greffe, en fait. Alors, c'est l'évolution des techniques et au moins des possibilités sont offertes aux malades, ils ont le choix. C'est la première fois que cette question m'est posée. Ça évoque quelques souvenirs d'abord. Quand on lit ce que Homer Smith a écrit sur le rein, le père de la physiologie rénale, et le rein, on peut avoir l'impression que ça sert à faire de l'urine, mais en réalité, le rein fait beaucoup plus que ça. Et c'est l'essence même de la philosophie de l'homme. C'est enfin à peu près ça qu'il a écrit. Et un autre souvenir qui me vient de lecture, puis là je ne me souviens pas de l'auteur, mais c'est un auteur perse qui disait que le rein qui a la capacité de transformer en urine les meilleurs vins de Shiraz. Hein? Oui, voilà. Et plus récemment, quelqu'un décrivait le rein par rapport à d'autres organes, le foie qui est un amas de tissus informes et insignifiants, le cœur, une espèce de pompe sans aucune finesse,
Et puis le rein avec des capillaires tellement délicats dans les glomérules, puis dans les tubules. Alors, il y a eu souvent ce genre de choses. Bon, et on voit d'ailleurs, c'est intéressant parce que les malades, quand ils voient le dialysa qui ressort avec la couleur un peu jaunâtre, ils appellent ça de l'urine. Hein? Alors, c'est une façon un peu poétique de décrire leur traitement. Bien sûr, il y a d'autres aspects plus sérieux, mais de voir l'expression de quelqu'un qui est très malade et puis qui s'améliore, qui revient à la vie. On a des récupérations très spectaculaires de l'insuffisance rénale aiguë et le changement d'expression au niveau des visages, c'est quelque chose de remarquable. Le visage du greffé qui se réveille après l'anesthésie, puis on voit l'interrogation dans les yeux. Est-ce que, bon, les mots, même les mots, sans qu'il les exprime, on voit l'interrogation. Est-ce que c'est ce que ça a été? Est-ce que ça n'a pas été? Bon, c'est un peu de façon décousue quelques aspects. Les enfants en particulier, les enfants sont particulièrement attachants. Hein? Alors les enfants, voilà, sont particulièrement attachants. Je ne fais pas de néphrologie pédiatrique, sauf rarement à l'occasion, quand les néphrologues pédiatres ne sont pas là. Et puis, c'est toujours... ils ont un visage et un comportement très expressif, beaucoup plus spontané hein, que les adultes. Et puis, on a donc des contacts privilégiés de ce côté-là avec les enfants. Oui, on a évoqué ça déjà, tout l'aspect à la fois science de base, puis à la fois science clinique, l'aspect d'une spécialité pointue, mais en même temps assez large, donc qui permet cette approche globale des patients qui est intéressante. L'aspect humain de la néphrologie à cause du contact à long terme avec les malades et la solidarité entre les néphrologues qui est certainement quelque chose de très riche dans notre spécialité. La solidarité, je l'évoquais aussi sur le plan international aussi. Je suis ici avec vous, venant du Québec, et c'est la Société de néphrologie. Et nous sommes très heureux au Québec de ces liens entre le Québec et puis le reste des néphrologues, des communautés néphrologues francophones. C'est un aspect aussi particulièrement intéressant. Je dirais que au Québec, nous avons le meilleur des deux mondes. Hein. Nous sommes en Amérique du Nord. Nous avons des contacts privilégiés avec le reste du Canada, bien sûr, puis les États-Unis. Mais nous sommes des francophones et nous avons toute la richesse aussi de la francophonie. Et ça, c'est pas particulier à la néphrologie, mais c'est une des choses qui sont vraiment intéressantes dans ce que nous faisons en tant que néphrologue actuellement. Alors, je vais d'abord corriger, je n'ai pas été doyen, j'étais vice-doyen, mais donc, mais je fais partie en fait, je préside actuellement le conseil d'évaluation au sein de la conférence des doyens et des facultés de médecine d'expression française, qui est un organisme qui regroupe toutes les facultés de médecine d'expression française dans le monde. Ça fait plus de 100 facultés de médecine dans plus de 40 pays dans le monde. Et donc, à ce titre, je suis amené à évaluer des facultés de médecine un peu partout. Les facultés de médecine qui en font la demande, on fait une évaluation dans le but de les aider à s'améliorer et non pas dans un but d'accréditation ou de sanction ou de choses comme ça. Ça m'a permis donc de voir des facultés de médecine un peu partout.
en Europe de l'Est, au Moyen-Orient, en Afrique subsaharienne, en Asie, et puis c'est extrêmement enrichissant. Et j'en retiens quand même que les problèmes au niveau de l'enseignement, les objectifs d'enseignement, c'est la même chose partout. Et la réflexion que je pousse les facultés de médecine à faire, je leur conseille de le faire, c'est de réfléchir sur le profil du médecin actuellement, le profil souhaité. Qu'est-ce qu'on veut retrouver chez l'étudiant au terme de ses études comme connaissance, mais aussi comme attitude, puis comme aptitude, le profil global. Et c'est quand on aura réfléchi sur ceci qu'on pourra réfléchir après ça sur le programme et puis voir jusqu'à quel point le programme va permettre d'arriver à ces compétences souhaitées en fin de formation. Et le but ultime, c'est d'améliorer la santé de la population et de contribuer à régler les problèmes de santé et les problèmes des systèmes de santé, les problèmes actuels et les problèmes futurs. Et c'est ce que nous encourageons les facultés de médecine à faire, c'est de réfléchir donc sur le profil, mais d'essayer d'évaluer l'impact que nous avons, nous, les facultés de médecine, sur la santé de la population, puis sur l'évolution des systèmes de santé. Alors c'est en termes très généraux, peut-être une réponse à votre question. Ah oui, ben oui, avec plaisir. Écoutez, lorsque j'étais président de la Société québécoise, il m'a semblé, et puis j'ai convaincu l'ensemble de l'exécutif de ceci, que le moment était opportun pour la Société québécoise de néphrologie qui fêtait ses 40 ans, de raconter l'histoire pendant que les mémoires sont encore là, avant que tous les souvenirs ne s'effacent. Et donc, nous avons eu ce projet de livre sur l'histoire de la néphrologie au Québec, qui raconte les débuts, les premiers, les pionniers, la première vague de pionniers. J'ai cité le docteur Genet, j'ai cité le docteur Marcorel avec qui j'ai travaillé. Je citerai aussi le docteur Plante qui a été le pionnier de la néphrologie à Sherbrooke, là où je suis actuellement. Et donc nous avons pensé qu'il était important de citer tout ça pour que les plus jeunes se souviennent de la façon dont la néphrologie a évolué, puis comment nous sommes arrivés là où nous en sommes actuellement. Et pour bien exécuter ce projet, nous avons jugé utile de confier cette tâche à un historien, Denis Goulet, qui est un historien spécialiste de l'histoire de la médecine et qui en plus est spécialisé dans l'histoire de la médecine au Québec. Et il a fait ce projet de façon vraiment très, très bien. Nous voulions un historien qui soit tout à fait objectif et puis qui puisse bien documenter, enfin un peu comme les historiens le font d'habitude. Je crois que les résultats étaient excellents et nous sommes très heureux de ce livre, Histoire de la médecine au Québec, publié par Denis Goulet, qui est disponible pour ceux qui veulent lire l'histoire de la néphrologie. Et puis les liens de la néphrologie québécoise avec la néphrologie dans le reste du Canada, aux États-Unis et en Europe. Alors, comme je vous le disais, cette situation privilégiée que nous occupons est très bien décrite dans ce livre-là.